Salut à tous et bienvenue dans cette partie portant sur la bibliothèque Pandas. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à faire quelques petites choses. Premièrement, abonnez-vous au maximum pour faire exploser la communauté. Deuxièmement, partagez également la vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus ici pour que nos vidéos soient le plus recommandées possible pour toucher un maximum de personnes. Car ici, nous sommes en train de nous investir ici dans l'ingénierie moderne. Donc ici, Pandas est une bibliothèque Python qui permet la manipulation, l'analyse et la gestion des données. Donc, son utilisation est primordiale dans le domaine comme le génie civil, qui est notre domaine phare ici. Nous allons commencer ici par voir les structures de données dans Pandas. Donc, Pandas comporte deux structures de données majeures. Comme première structure de données ici, nous avons les séries. C'est quoi une série? Une série est tout simplement un tableau unidimensionnel avec des étiquettes. Donc les étiquettes ici sont tout simplement des index. Alors comme deuxième type de données de Pandas ici, nous avons une data frame. Alors c'est quoi une data frame? Une data frame est tout simplement une table bidimensionnelle avec des lignes et des colonnes étiquetées également, donc indexées. Sur ce, nous allons commencer par voir comment créer une série. Alors, considérons le bout de code suivant. Nous allons commencer par importer ici Pandas. Donc, l'importation ici de Pandas comme PD. Donc, la création d'une série ici se fait tout simplement grâce à la fonction series de Pandas. Donc, là, vous voyez, nous avons créé une série charge, une variable charge à laquelle nous avons affecté la série créée par PD, donc pandas.series. Donc, ici, nous avons des valeurs 500, une liste de valeurs ici, et là, nous avons les index. Chaque index qui sera attribué à chacun des éléments, suivant le même ordre. Donc, sur ce, en exécutant ce bout de code, voici ce que nous obtenons. Donc, nous obtenons donc ceci lorsque nous utilisons la fonction print pour l'affichage. Mais cet affichage n'est pas esthétique. Le plus souvent, nous allons utiliser la même fonction que dans le cas de NumPy. Il s'agit ici de la fonction display. Donc là, en utilisant display ici, vous verrez que l'affichage ici sera un peu mieux ici. Donc là, nous affichons tout simplement la charge comme cela. Donc ici, nous avons donc c'est l'ensemble de ces éléments. Nous avons la poutre 1, donc l'index de 500. L'index de 1000 ici, c'est tout simplement poutre 2, et ainsi de suite. Donc maintenant, nous allons passer à la création d'un data frame. Considérons notre bout de code suivant. Le même procédé, nous importons Pandas. Par la suite, nous avons notre data ici, un dictionnaire que nous avons nommé data. Donc dans ce dictionnaire-là, nous avons la clé ici poutre qui a la valeur cette liste ici. La deuxième clé c'est charge ici qui a la valeur cette autre liste. Et la troisième clé c'est longueur qui a sa valeur cette autre liste. Maintenant, pour la création d'un data frame ici, nous utilisons tout simplement la fonction data frame. Donc ici, nous avons df est égal à pd, donc pandas.dataframe, et là, nous avons passé en paramètre notre dictionnaire. Donc sur ce, nous allons donc afficher à nouveau le résultat, mais cette fois-ci, avec la fonction display plutôt. Ok, donc là, affichons et apprécions le résultat. Donc sur ce, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons bel et bien notre data frame. Nous avons dit que c'est un tableau ici bidimensionnel ici. Donc là, vous voyez que nous avons des cellules, ou bien des cellules ici qui sont des intersections de lignes et de colonnes. Et par défaut ici, vous constaterez que les éléments d'une data frame sont indexés par défaut, avec les index partant de 0 dans l'ordre de grandeur croissante. Il est également possible ici de créer un data frame à partir d'un tableau NumPy. Alors, considérons le bout de code suivant. Donc ici, nous avons commencé par importer notre bibliothèque NumPy, car nous ne l'avons pas importé précédemment pour éviter les erreurs. Nous commençons donc par créer ici un petit tableau, donc un tableau bidimensionnel de taille 4x4 ici, composé des chiffres sélectionnés dans l'intervalle 0, 10 exclus, de façon aléatoire. Donc la sélection aléatoire, rappelez-vous, ça se fait grâce à la fonction randin qui se trouve dans random et lui-même se trouvant dans NumPy. Donc par la suite, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons donc créer tout simplement notre data frame que nous allons nommer NumPy.df. Donc là nous avons PD de data frame. Comme premier paramètre ici, nous avons
notre tableau math ici que nous avons. Ici, comme deuxième paramètre, ici, nous avons colonne. Alors, en exécutant ce bout de code, voici ce que nous obtenons. Nous obtenons bel et bien nos colonnes ici, qui sont A, B, C et D ici, avec leurs différentes valeurs. Donc, ces différentes valeurs qui sont les valeurs prises ici naturellement dans notre tableau d'éléments de taille 4x4 ici. Et bien entendu, les éléments sont naturellement indexés par défaut, allant de 0 jusqu'à 3 dans ce cas-ci. Donc, nous allons maintenant voir comment restructurer les données d'un data frame. Comme premier mode de restructuration ici, nous avons le tri des valeurs. Alors, le tri des valeurs ici se fait tout simplement grâce à la fonction sortValues. Par exemple, là, nous allons trier les valeurs ici par rapport à la colonne B de notre data frame que nous avons obtenu précédemment. Donc, sur ce, nous allons donc dire df.sortValueB. Alors, exécutons ce bout de code pour mieux apprécier le résultat. Donc ici, on nous renvoie un petit message d'erreur. Alors, quelle est l'erreur? Ils nous disent que B, ici, c'est une clé qui n'existe pas en fait. Alors, pourquoi cela? Voici là où se trouve l'erreur. Là, nous avons utilisé notre data frame df ici, dans ce cas-ci. Mais df ici n'a aucune colonne nommée B. D'où l'erreur que nous rencontrons juste en bas. Alors, sur ce, nous allons tout simplement changer de data frame. Nous allons par exemple prendre la data frame numpy.df et tout simplement là. Donc, nous copions juste son nom ici. Et là, nous allons coller cela ici, remplacé par df. Et réexécutons notre bout de code. Alors voilà ce que nous obtenons. Vous verrez que nous aurons donc un tri par ordre de grandeur croissante ici par rapport à la colonne B. Pourquoi est-ce que nous disons par rapport à la colonne B? C'est-à-dire, nous allons venir dans la colonne B et trier l'ensemble des lignes de cette colonne-là par ordre de grandeur croissante. Et bien, ce qui dit, lorsqu'on trie une ligne ou nous déplaçons une ligne, toutes les lignes seront déplacées. Donc, toutes ces lignes seront déplacées par rapport à cette colonne B. Par exemple, ici, nous avons 1, 5, 6 et 9 dans l'ordre de grandeur croissante. Alors, 1 a occupé la position 1, c'est-à-dire que toute sa ligne va monter à la position 1, ce qui va aussi influencer toutes les autres colonnes, etc. Donc, comme petite remarque ici, le tri n'est pas enregistré automatiquement dans la data frame. Donc, pour conserver la nouvelle configuration, on doit réeffacer ou bien réaffecter le résultat au data frame. Par exemple ici, vu que nous étions en train de travailler ici, cette fois-ci avec la data frame numpy.df, donc nous allons tout simplement copier numpy.df ici, et là nous allons réaffecter numpy.df à numpy.df. Donc ici, nous collons comme ceci. Donc avant cette réaffectation, amusons-nous à afficher également numpy.df juste après celui-ci pour avoir confirmation de cette remarque. Donc ici, nous allons tout simplement le display numpy.df comme ceci. Alors, lorsque nous exécutons comme ceci, qu'est-ce que nous obtenons? Donc là, nous avons 1, 9, 5, 6 ici. Donc, vous voyez que ce n'est pas trié. Et là, lorsque nous affichons également celui précédent, alors là, nous avons nos deux tableaux. Le premier affichage ici représente tout simplement le tableau numpy ou bien la data frame numpy.df trié par rapport à B. Donc là, vous avez 1, 5, 6 et 9. Et là, vous avez la data frame de numpy.df non triée ici. Vous voyez que la première ligne s'exécute avant la deuxième ligne, n'est-ce pas? Ce qui voudrait donc dire que cette transformation-ci n'est pas gardée en mémoire. Donc cette réorganisation n'est pas gardée en mémoire. Pour garder donc en mémoire, comme nous le disions tantôt dans notre remarque ici, nous allons donc affecter à numpy.df cette réorganisation-là. Donc ici, lorsque nous faisons cela et que nous affichons à nouveau numpy.df, comme ceci, alors qu'est-ce que nous obtenons comme résultat? Vous verrez que à la fin, nous allons obtenir ce résultat de numpy.df qui sera tout simplement notre data frame
bien réorganiser selon la colonne ou bien par rapport à la colonne B. Nous allons à présent nous intéresser au processus de renommage des colonnes et des lignes. Donc pour renommer les colonnes ici et les lignes ici, nous allons utiliser la fonction rename. Alors considérons le bout de code suivant. Là nous avons notre, ici nous n'allons pas utiliser df, mais là nous allons utiliser plutôt notre numpy df. Alors là, nous avons numpy de rename. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons renommer tout simplement ces différentes colonnes, c'est-à-dire à la colonne A, nommée A, nous voulons remplacer A par colonne 1, B par colonne 2 et C par colonne 3. Donc, il en est de même pour les index ici. Vous voyez que les index, nous allons remplacer l'index 1 ici par ligne 1, l'index 2 par ligne 2, l'index 3 par ligne 3. Donc là, en utilisant la fonction rename, vous voyez que nous avons deux paramètres ici. Un paramètre ici autant pour moi pour les colonnes et l'autre paramètre pour les index. Et ces différents paramètres dans ce cas, ce sont les dictionnaires par exemple. Les dictionnaires dont les clés ce sont les mots ou bien les noms qui existent déjà et les valeurs ce sont les noms qui sont censés remplacer les noms existants. Donc sur ce, lorsque nous allons faire ceci et que nous allons tout simplement afficher à nouveau cette data frame, bien ce data frame, qu'est-ce que nous allons obtenir? Là, pour le moment, nous avons A, B, C, D, avec les éléments 0, 2, 3 et 1 ici. Alors, d'où vient le problème? Le problème vient tout simplement est dû au fait que là, nous avons effectué cette transformation, mais nous n'avons pas réaffecté cette réorganisation-là à notre numpy data frame. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement affecter cela à numpy data frame avant son affichage. Alors, exécutons, vous verrez que l'ensemble de ces éléments ont bien changé. Nous avons A qui est passé à colonne 1, B colonne 2, C colonne 3 et D c'est D parce qu'il n'a pas été déclaré comme élément à changer ici. Les index ont également bel et bien changé. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, ça nous ouvre déjà des possibilités dans la manipulation de nos données dans notre domaine de génie civil. Il est également possible ici de supprimer des colonnes ou des lignes. Alors, ces suppressions se font tout simplement grâce à la fonction drop. Donc ici, considérons donc notre fonction, notre data frame, numpy data frame ici, donc numpy df. Donc ici, nous allons supprimer tout simplement la colonne B et supprimer également les index 1 et 3. Lorsque nous supprimons les index, ça supprime automatiquement toute la ligne. Et lorsque nous supprimons la colonne ici, qui est passée en paramètre ici, ça supprime automatiquement toute la colonne. Donc toute la colonne indexée par ce nom-là. Et exécutons, avant d'exécuter ce bout de code ici, donc ici, nous allons commencer par afficher notre data frame. Exécutons maintenant ce bout de code. Alors là, on nous signale une erreur à ce niveau. Alors, d'où vient l'erreur? Donc, d'où vient cette erreur? Ok. Alors, ça vient tout simplement du fait que 1, 3 ne sont pas retrouvés dans les axes. Alors, allons vérifier cela tous ensemble. Ici, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons supprimer les index 1 et 3. Alors, c'est normal ici. Pourquoi? Parce que vous verrez que lorsque nous revoyons notre data frame que nous avons modifié précédemment, il n'existe pas d'index 1 et 3, mais les index sont plutôt ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Donc ici, à la place de 1 et 3, nous allons écrire ligne 1. Donc copions par exemple cet élément-ci. Et là, collons juste là, comme ceci. Ici, collons également comme ceci. Et nous remplaçons par exemple 1 ici par 3. Il en est de même pour B. Vous verrez que si on exécute de cette façon, alors nous obtiendrons également une erreur parce qu'au niveau du nommage des colonnes ici, ou bien des nombres de colonnes, il n'existe pas B. Mais nous pouvons aisément supprimer par exemple la colonne D, car cette colonne existe encore juste là.
Donc, exécutons maintenant ce bout de code. Donc là, on nous signale une erreur de syntaxe. Donc, peut-être la virgule a été oubliée. Donc là, retournons juste ici en haut. En ce qui concerne ces lignes-là sont dans ce cas-ci comme des chaînes de caractères. Donc là, nous allons mettre ça sous forme de chaîne de caractères, comme ceci. Ici également. Maintenant, exécutons le bout de code. Alors, ici, qu'est-ce que nous obtenons? Nous avons notre colonne D ici. Rien n'est modifié ici. Pourquoi? Parce que cette modification n'a pas été renvoyée comme d'habitude, n'a pas été réaffectée à la data frame numpy.df. Donc là, réaffectons juste cet élément, c'est-à-dire copions notre nom de data frame comme ceci. Là, réaffectons cette modification à notre data frame. Maintenant, exécutons et apprécions le résultat. Vous verrez que la colonne D a été supprimée et la ligne 1 et la ligne 3 ont également été supprimées. Alors, il est également possible ici de réinitialiser les index après suppression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Considérons donc notre bout de code suivant. Avant d'exécuter ce bout de code, nous allons commencer par ignorer les modifications que nous avons eu à apporter précédemment. Donc, nous avons notre data frame à son état initial ici. Donc, maintenant, nous allons donc procéder à la réinitialisation des index après suppression, qui se fait ici grâce à la fonction resetIndex. Comme nous le disions tantôt, là, nous avons notre bout de code ici. Nous importons ici la fonction ou bien la bibliothèque pandas comme PD, et là, nous définissons une nouvelle data frame nommée PD. Donc là, c'est notre data frame ici, donc avec les différents noms de colonnes et les différentes valeurs. Donc là, c'est sous forme de dictionnaire, donc index value ici. Donc ici, nous allons commencer par supprimer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons supprimer tout simplement l'index, c'est-à-dire la première ligne ou bien la deuxième ligne ici de cette data frame. Alors, mettons les autres éléments en commentaire comme ceci pour apprécier d'abord ce premier résultat. Et exécutons ce bout de code comme cela. Donc là, rien ne s'affiche ici parce que nous n'avons pas eu à display ou à display df. Maintenant, exécutons ce bout de code. Voici ce que nous obtenons. Donc là, nous avons au préalable A, B, C. Et là, les index allaient de 0 à 2. Donc 0, 1, 2. Vous verrez que la ligne indexée par 1 a tout simplement été supprimée grâce à la fonction drop. Maintenant, actualisons cette ligne-ci. Là, nous allons donc afficher df. Donc, c'est ce que nous venons de faire. Nous n'avons plus besoin de cette ligne-ci. Nous pouvons tout simplement supprimer cette ligne-là. Et par la suite, lorsque nous activons cette autre ligne ici, nous allons tout simplement reset les index, c'est-à-dire réordonner les index dans ce cas-ci. Et là, nous allons à nouveau afficher maintenant df. Exécutons ce bout de code et apprécions le résultat. Donc, dans le premier affichage, nous avons 0, 2 ici. La première liste est 2, 3, 3. Le deuxième affichage, la ligne est conservée, mais les index sont tout simplement réorganisés. C'est-à-dire, là, il y avait des 0, directement des 0, nous avions 2 et en sauté 1 dans ce cas-ci. Mais dans ce cas-ci, nous avons une réorganisation qui va aller donc de 0 à 1. Donc, il est également possible de procéder à une concaténation de data frame. Alors, la concaténation de data frame ici se fait grâce à la fonction concat, pour la concaténation ici. Donc, comme exemple, considérons donc cette data frame ci-dessous. Donc, nous avons notre premier data frame df1, notre deuxième data frame df2. Donc, le premier data frame a combien de colonnes? Ici, nous avons deux colonnes, colonne A et colonne B. Et les index sont ligne 1 et ligne 2. Pour le deuxième data frame, nous avons notre colonne A et colonne B également. Les index sont tout simplement ligne 3 et ligne 4. Vu que les noms de colonnes se répètent ici, lorsque nous allons concaténer ces éléments-ci, c'est-à-dire mettre en commun, les noms de colonnes seront tout simplement conservés puisqu'ils ont les mêmes noms en fait. Donc, lorsque nous exécutons ce bout de code, voici ce que nous obtenons. Vous voyez que nous avons A et B qui sont conservés. Nous n'avons pas A et B
et un A et B ajoutés également, car ce sont exactement les mêmes valeurs. Donc, sur ce, nous avons la première colonne pour A qui était 4, 2 et ensuite 9, 1. Par la suite, nous avons la ligne 3 et ligne 4 pour le deuxième data frame qui avait pour valeur dans la première colonne 5, 3. Donc, nous avons 5, 3 et ensuite nous avons 7, 9. Donc, nous venons donc de joindre ou bien de concaténer ces deux data frames. Donc, nous allons à présent jeter un coup d'œil rapide sur le procédé d'extraction de données dans une data frame. On peut extraire des données spécifiques dans une data frame par la fonction filter ou en utilisant tout simplement cette autre méthode-là. Donc, sur ce, considérons donc notre data frame DF. Ici, nous allons par exemple utiliser DF1. Oui, nous allons utiliser 2F ici, DF1 par exemple. Donc là, mettons DF1. DF1 également ici. Alors ici, nous allons extraire les éléments de grand A. Donc là, nous avons grand A ici, et là, nous avons grand B. OK? Et là, nous avons par exemple, au niveau de regex, nous avons par exemple grand B également. Donc, grand B. OK? Passons ce deuxième élément en commentaire avant l'exécution de notre bout de code. Alors, lorsque nous exécutons ce bout de code, nous avons A, B qui sont extraits, c'est-à-dire ces deux colonnes-ci dans la data frame D1. OK? Alors, maintenant, lorsque nous plaçons la première ligne en commentaire, et là, nous validons la deuxième instruction, voici ce que nous obtenons à l'aide de la méthode par regex. Ici, nous avons réussi, ou bien à l'aide de la fonction filter, nous avons donc extrait la colonne B. Et précédemment, à l'aide de cette autre méthode, nous avons extrait la colonne A et la colonne B. Donc, la première méthode nous permet d'extraire des colonnes, plusieurs colonnes d'une data frame. Il nous est également possible ici de procéder à des sélections. Les sélections ici se font grâce à deux méthodes majeures. Nous avons la méthode log et nous avons la méthode ilog. La méthode log ici permet la sélection par nombre de colonnes et de lignes. Alors que la méthode ilog permet la sélection par index numérique. Comme exemple ici, nous avons donc nos deux data frames ici. Ici, nous avons DF1 ici. Notre data frame avec laquelle nous avons utilisé donc la fonction log ici, ou bien la méthode log pour la sélection. Alors, cette méthode permet de sélectionner toutes les lignes et les colonnes de B à D. Donc, ces deux points permettent de parcourir toutes les lignes. Et maintenant, rappelez-vous, nous avons eu à utiliser ces méthodes-ci dans les tutos précédents. C'est-à-dire, lorsque nous écrivons B2.D, c'est-à-dire tout simplement de B à D. Et deuxièmement, nous avons également la fonction ilog. ilog ici qui permet de sélectionner l'élément en position 2, 3. Donc, c'est un élément spécifique qu'on sélectionne ici. Donc, c'est-à-dire une cellule en quelque sorte. Donc, intersection des lignes et des colonnes donc définies par deux coordonnées sont 2 et 3. Pour le moment, mettons cette deuxième ligne en commentaire également et exécutons ce bout de code. Alors, voici ce que nous obtenons. Nous avons obtenu donc ligne 1 et ligne 2. Lorsque nous utilisons donc la fonction log ici pour df1. C'est-à-dire ici, nous avons sélectionné BD. Mais lorsque nous rendons dans notre fonction df, ou bien dans notre data frame, autant pour moi df1 ici, vous verrez que nous n'avons pas de petit a et de petit b. Donc là, nous allons retourner dans notre bout de code ici. Donc là, c'est juste en bas, ok. Remplacer ici petit b par exemple par grand A et petit d par grand B. Et exécutons le bout de code. Alors voici ce que nous avons obtenu. Nous avons bel et bien obtenu la colonne A et la colonne B lors de l'affichage. Maintenant, avec ilog ici, nous avons dit que nous sélectionnons tout simplement les éléments par leurs coordonnées. Donc, mettons cet élément en commentaire et exécutons le bout de code.
Alors là, nous obtenons un message d'erreur. Il dit que l'index 3 is out of bound of exist 08 size 3. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons par exemple appliquer cette fonction-ci, pas à df, mais cette fois-ci à notre data frame res, qui était tout simplement la concaténation de ces deux data frames-là. Donc, retournons sur notre bout de code. Ici, le df1, nous allons plutôt mettre res. Et là, exécutons le bout de code. Donc là, on nous signale également une erreur. Alors, OK. Donc, lorsque nous remplaçons ces valeurs par 0 et 1 ici, là, nous nous retrouvons donc dans l'intervalle de choix de nos valeurs. C'est-à-dire, à x, nous avons l'index 0 et à y, nous avons tout simplement l'index 1. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons mis 3 de ce côté, ou alors 2, lorsque nous mettons 2, ça veut dire que nous avons 3 éléments, c'est-à-dire le troisième élément ou la troisième colonne. Or, ici, nous disposons que de 2 colonnes pour notre data frame, c'est-à-dire la colonne A et la colonne B. Donc, indexé de 0 à 1 et non de 0 à 2 ou 0 à 3. Donc ici, au niveau des lignes, par exemple, vous pouvez mettre, vu que nous avons plus de 2 lignes, vous pouvez mettre par exemple 1 et 1 ici. En exécutant le bout de code, vous verrez qu'ici nous obtiendrons 1. Alors lorsque vous rendez dans notre data frame, vous avez 1, c'est-à-dire deuxième ligne, ici 1, deuxième colonne. Vous avez bel et bien 1 à ce niveau. Donc vous venez de voir comment sélectionner donc un élément particulier se trouvant dans une data frame. Donc, il est également possible ici de procéder à une création d'un data frame avec un en-tête complexe multiple. Donc ici, nous utilisons donc multi-index ici pour cette création. Pour cela, nous avons donc importé pandas NumPy ici. Là, nous avons défini un header ici pour l'entête. Donc, au niveau de l'entête, nous avons utilisé donc multi-index ici pour créer donc un en-tête multi-index. Donc là, nous avons maintenant les index qui est égal à np.array. Donc là, nous avons ce tag aussi, m, n et n également. Vu que les éléments se répètent lors de l'exécution, vous n'aurez pas donc répétition de ces éléments parce que par défaut, ça va tout simplement regrouper l'ensemble des éléments liés à un élément qui se répète. Donc, exécutons par exemple ce bout de code-ci et apprécions le résultat. Vous verrez que nous obtenons donc ce type de tableau. Les tableaux avec les en-têtes complexes ici. C'est-à-dire, nous avons notre premier en-tête A et B. Dans A, nous avons donc des sous-en-têtes X et Y. Dans B, nous avons les deux sous-en-têtes U et V. C'est la même chose ici pour les index. Comme premier index majeur, nous avons M. Comme sous-index relié à M, nous avons sous-index bas, nous avons sous-index fond. Et comme sous-index relié à N ici, nous avons le sous-index base et là, nous avons le sous-index QUX. Et ici, naturellement, nous avons les différentes valeurs. Alors, c'était tout pour cette vidéo introductive portant sur Pandas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager massivement, à vous abonner, à lâcher des pouces bleus. Donc, faites exploser la communauté. Nous avons besoin d'abonnés, nous avons besoin que nos vidéos soient recommandées afin que nous puissions produire davantage de contenu. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Nous allons donc dans la prochaine vidéo faire un exercice pratique ici dans le domaine du génie civil plus qui traite d'un sujet que vous connaissez tous, c'est-à-dire l'étude des poutres ici. Donc avec cela, vous comprendrez beaucoup plus l'impact de l'ensemble des éléments que nous étudions ici dans le domaine du génie civil. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour la suite de cette grande aventure.